La chance existe, oui, mais il faut la provoquer, il faut la tenter. Emmanuel Macron, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de cette émission Entrepreneur International sur Entrepreneur Télévision. Vous êtes plus de 12 000 personnes à nous suivre sur TikTok, sur YouTube. Un grand merci à vous. Alors, nous avons dédié un spécial FOGEC. C'est quoi le FOGEC? Alors, nous avons spécialement invité pour vous, mesdames, messieurs, monsieur Laurent Munzemba Kompa. Il est actuellement le DG de Fonds de garantie des entrepreneurs avec qui nous allons poser toutes les questions auxquelles vous vous posez sur le FOGEC. Mesdames, messieurs, pour rien au monde, ne ratez cette émission. Alors, il est avec nous, il a fait ses déplacements. Il s'appelle monsieur Laurent Munzemba, comme je disais, Kompa, à qui je dis bonsoir et bienvenue sur Entrepreneur Télévision. Merci, bonsoir et merci à vous, monsieur Tiani, de m'accueillir à cette émission. Une émission spécialisée dans une télévision spécialisée à l'entrepreneuriat. On ne pouvait pas ne pas venir. C'est parce que c'est l'endroit idéal pour dire ce que nous faisons. Parler à ces entrepreneurs qui vous suivent, de sorte à ce qu'ils sachent qu'il y a aujourd'hui un moyen pour eux d'être accompagnés par l'État. Alors, je rappelle ici que vous êtes le directeur général du FOGEC, justement, les fonds des garanties des entrepreneurs, justement. Alors, première question d'abord, monsieur Laurent, comment vous définissez l'entrepreneuriat, vous-même d'abord? Déjà, je partirai sur une petite correction. C'est fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo. Donc, pas fonds de garantie des entrepreneurs, mais c'est bon, hein, nous nous occupons des entrepreneurs. C'est nos partenaires, c'est ceux pour qui nous transpirons tous les jours. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est, je n'irai pas dans une définition scientifique. Très bien, c'est ce que j'ai une définition scolaire. Moi, ça sera pragmatique. Parce que l'entrepreneuriat, c'est ce moyen-là de créer une activité génératrice de revenus, de créer de la valeur, de créer de revenus et aussi de créer des emplois. Donc, à la différence, je vois le salarié. Moi, je fais la différence entre l'entrepreneur et le salarié. Le salarié, il est celui qui travaille chez un entrepreneur. C'est quelqu'un d'autre qui avait conçu la société. Parce qu'on pense souvent que quand tu travailles chez Total, c'est une grande entreprise, tu es salarié, c'est tout. Mais on oublie que le propriétaire de Total, qui n'existe plus, il est décédé depuis, mais c'est lui l'entrepreneur. On oublie que celui qui a commencé Renault, celui qui a commencé Ford, c'est un individu. C'est lui l'entrepreneur qui a créé Ford. Aujourd'hui, il y a des millions de gens qui travaillent chez Ford. Donc, l'entrepreneur, c'est celui-là qui commence une activité, qui génère de la valeur, qui génère de revenus, et il prend du salarié qui paye. Donc, il ne suffit pas de générer de la valeur. C'est très bien, mais vous êtes tout seul et vous vous mettez tous les jours au coin de la rue. C'est un entrepreneuriat aussi. Mais ça ne suffit pas. Il vous faut créer plus de valeur, mais aussi créer de l'emploi. Ça, c'est... Pensez-vous que la RDC a besoin des entrepreneurs? Peut-être beaucoup plus qu'ailleurs. Parce que nous devons savoir, nous avons un taux de chômage très, très élevé dans notre pays. Parce que les gens, ils cherchent un emploi, ils cherchent... Aujourd'hui, déjà, chez nous, ce qu'on cherche rapidement, c'est d'avoir un diplôme. Bon, on est tous allés à l'université, tous on est licenciés, mais pour nous retrouver au coin de la rue, à jouer au Scrabble ou aux dames, parce qu'on n'a pas de boulot. Donc, nous avons plus que jamais besoin d'entrepreneurs parce que nous devons réduire le taux de chômage que nous avons. Le chômage, il se réduit soit par l'emploi créé par l'État. Pour moi, ce n'est pas la mission de l'État de créer de l'emploi. Je suis capitaliste. Ou c'est pas l'État de créer les emplois. Non. Ou par des emplois créés par des investisseurs internationaux, étrangers qui viennent. Ils donnent aussi de l'emploi, c'est très bien. Mais le gros ira chez eux. Ou l'emploi créé par nous-mêmes. Et c'est là l'entrepreneuriat. Donc, nous avons plus que jamais besoin des entrepreneurs parce que non seulement ils vont créer de la valeur pour notre pays, pour eux-mêmes, pour leur famille, mais aussi pour réduire le taux de chômage que nous avons. Parfait. Très bien. Alors, on a consacré toute une émission pour parler du FOGEC, justement. Pourquoi est né le FOGEC en RDC?
Le FOGEC part de l'idée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand il prend le pouvoir, dans son discours d'investiture, il a parlé d'un vaste programme qu'il va mettre en place pour encourager l'entrepreneuriat de jeunes et de femmes. Il en avait déjà parlé. Et quelques mois après, lors d'une conférence au Niger, une conférence organisée par la Fondation Anthony Elumelu, c'est à cette occasion qu'il a annoncé la mise en place, qu'il mettra en place. Il a annoncé qu'il mettra en place un fonds de garantie pour aider au financement. C'est une promesse qui aujourd'hui est réalisée. Parce que quand il fait cette promesse, en même temps, le gouvernement pensait déjà à un programme pareil, pensait déjà à un fonds de garantie pour ressusciter un peu ou faire mieux que notre fonds de garantie qui a déjà existé en 73. En 73, il y a eu un fonds de garantie dans ce pays, mais qui n'a rien fait, qui est mort de sa propre mort. Pourquoi? Parce que le fonds de garantie n'avait pas le moyen de se financer. On n'avait pas défini de bons mécanismes pour renflouer le fonds de garantie. Et donc, ça n'a servi à rien. Mais depuis 1973, rien d'autre n'a été fait, jusqu'à ce que le chef de l'État arrive au pouvoir et il en fait un point important, un point majeur. Je peux vous dire qu'il s'est investi lui-même personnellement pour le recrutement du cabinet de consulting qui avait fait des études pour ressortir ce fonds. Et donc, il y a eu des études, non seulement au niveau de la présidence avec la cellule climat des affaires, mais il y a eu aussi des études au niveau du gouvernement, au niveau du ministère, qui a fini par sortir le plan PRONADEC, le Programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo. Et dans ce plan, on a compris, ou on a défini 3 éléments qui doivent être mis ensemble pour aider à l'émergence de notre entrepreneuriat. Et c'est ce qu'on appelle les 3 C. Les 3 C, mais plutôt qui devaient se joindre et se mettre tous dans un grand C. Les 3 C, c'est la capacitation. On se dit, si on veut avoir des vrais entrepreneurs, on doit leur donner la capacité d'entreprendre, la capacité intellectuelle, le renforcement des capacités, la formation à la gestion, la formation à l'entrepreneuriat, la formation au management. Tous ces éléments, c'est ça le premier C qui est capacitation. Le deuxième C, contrat. OK, quand ils sont capables d'entreprendre, ensuite, il faut qu'on puisse leur donner des contrats. Qu'on leur donne des contrats, qu'on leur donne des marchés pour qu'ils puissent avoir de clients. Et en troisième C, capital. Capital ou crédit. Quand ils ont le marché, ils ont besoin de l'argent pour pouvoir exécuter. Il leur faut aussi un crédit. Donc, les 3 C qui sont capacitation, contrat, crédit ou capital. Et tous qui doivent se mettre dans un grand C, climat des affaires. Tout ça, ce n'est que si le climat des affaires est favorable que ça peut avoir de l'impact. Et pour bien faire, le gouvernement, avec notre ministre de tutelle, ministre en charge de l'entrepreneuriat et de petites et moyennes entreprises, M. Stache Moranti, on a défini des structures. On a dit c'est mieux d'avoir des structures qui vont porter chacun de ces C. L'OPEC, on a changé sa mission, qui s'est migré en ANADEC pour avoir une mission plus large, pour s'occuper du premier C qui est capacitation. L'ARESP, qui s'occupe du C, contrat. L'ARESP, c'est l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, qui va veiller à ce que les Congolais aient des marchés de sous-traitants, que les Congolais aient des marchés auprès des grandes entreprises pour pouvoir réaliser et faire de chiffres, faire de revenus. Et FOGEC qui vient en dernier pour porter le C capital. Donc, FOGEC est créé pour résoudre le problème de l'accès au crédit des entrepreneurs congolais. Ce point, c'est un des points majeurs qui est ressorti des études qui a eu lieu, un des points majeurs dont l'absence ou dont le bon fonctionnement faisait que notre entrepreneuriat ne puisse pas décoller. Parfait. Très bien. Vous avez tellement bien décollé, ça c'est très bien pour nous, pour la matière. Vous avez parlé de 3 C justement, la capacité, le contrat, le crédit justement. Alors, vous avez
placer le FOGEC au niveau du crédit, justement, parmi les 3C, justement. Mais aujourd'hui, on a déjà le plan d'affaires avec la COPA, avec le programme PADMP, justement, qui forme et qui finance les jeunes. Alors, quel est le point commun entre le FOGEC et le programme PADMP et qu'est-ce qui vous différencie justement entre le programme PADMP et le FOGEC? C'est quoi la différence exactement? Ouais, c'est un point très important. PADMPME, c'est d'abord un programme de la Banque mondiale. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Ce n'est pas le gouvernement congolais, c'est la Banque mondiale en partenariat avec le gouvernement congolais. Vous savez, ces institutions internationales sont dans nos pays parce que nous sommes membres et tout le reste. Et c'est des institutions qui ont plusieurs volets. Et la plupart des bailleurs de fonds internationaux ont compris que les années qu'ils ont passées à faire du social, à donner de l'argent aux pauvres, à donner du maïs aux gens qui n'ont pas à manger, à payer la scolarité des enfants dont les parents n'arrivent pas et tout ça, ils l'ont fait pendant de bonnes dizaines d'années. Ils ont eu l'impression que ça n'a pas vraiment payé. Et moi aussi, je le confirme. Tous les plans de développement internationaux sur nos pays du tiers-monde n'ont pas développé nos pays. Ça ne nous a pas développé, même pas le Congo. Et donc, aujourd'hui, de plus en plus, ils sont en train de penser autrement. C'est là où ils sont en train de se pencher vers l'entrepreneuriat. Ils ont compris peut-être que nous avons donné du poisson à des gens pendant longtemps. Essayons plutôt de leur apprendre à pêcher. Et aujourd'hui, ils pensent de plus en plus à des programmes pareils. Alors, on dit, le constat, il est clair que l'entrepreneuriat ne décollait pas par faute notamment de moyens. Donc la Banque mondiale est aussi au courant de cela. Et eux aussi se disent, mais comment nous pouvons aider? C'est là qu'ils ont mis en place ce programme. Ce programme, c'est pour aider nos entrepreneurs, déjà les recruter, les former et les aider à avoir un financement. Ça n'a rien à voir avec FOGEC et ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Il s'agit de deux choses différentes. N'oubliez pas que quand la première édition des PADMPME, c'était, je crois que FOGEC était déjà créé, mais nous n'étions même pas encore nommés. Ça veut dire que la Banque mondiale n'a pas attendu qu'on nomme des dirigeants pour FOGEC. Et aussi, on doit se le dire, on est Congolais. Nous savons nous-mêmes que nous ne bénéficions pas d'assez de crédits auprès des bailleurs internationaux, auprès de l'opinion internationale. Donc, ce n'est pas des gens qui s'attendaient à ce que FOGEC fonctionne et que FOGEC soit efficace. Vous avez bien fait de venir, DG, parce que vous allez répondre à toutes nos questions, justement. Et je ne sais pas si vous avez fini ou je vous ai coupé. Non, je n'ai pas fini. Non, terminez. Donc, je vais terminer alors en disant que eux, ils ont fait leurs choses sans considérer FOGEC. FOGEC, l'État congolais veut faire un fonds de garantie pour ça. C'est pas de l'amalgame, tout ça. Il n'y a aucun problème. Non, les besoins sont énormes. Et même si l'État congolais, l'État ne peut même pas se permettre de dire je prends l'exclusivité, je rejette tous les autres. Nous sommes 100 millions dans notre pays. Je n'ai pas les statistiques de chômeurs ou des gens en âge de travailler, mais je sais qu'on en a plus, on a une population de plus de 60% qui est jeune. Et donc, dans ces 60%, on doit avoir plus de 50% au chômage. C'est vrai que j'ai vu certaines statistiques farfelues récemment qui disaient que le chômage était de 15% dans notre pays. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit aux gens, arrêtez. Je ne sais pas qui a écrit ces chiffres-là, mais il faut qu'il arrête de fumer ce qu'il fume. Bon, nous le voyons. Et donc, on ne peut pas dire que personne n'arrête, laisser FOGEC faire tout. Nous, ça ne nous gêne pas qu'il y ait d'autres personnes qui fassent la même chose, tant que c'est pour aider les entrepreneurs congolais à être financés. Donc, ce n'est vraiment pas de l'amalgame. Maintenant, le plan de la Banque mondiale, ben, c'est un plan pour quelques années. Et la Banque mondiale peut décider demain que j'arrête. Et n'oubliez pas que c'est des structures, comme on sait, ceux qui donnent, après, ils réclament aussi. Donc, si demain, selon ce qu'ils réclament, pour une raison ou une autre, il y a bruit entre la Banque mondiale et notre gouvernement, ils fermeront, ils partiront. Ils abandonneront pas d'un PME, il ne faut pas oublier ça. Donc, l'État ne peut pas rester à attendre ou à se contenter de ce que les bailleurs de fonds internationaux font. Ils le font et c'est très très bien comme ça. Et heureusement encore, le PADM PME est logé sous la même tutelle que nous. Donc, nous avons des mécanismes de synergie ensemble au sein sous la tutelle de notre ministre en charge de PME. Nous avons des mécanismes pour pouvoir travailler ensemble, pour pouvoir coordonner tout ça.
Alors, très bien, on rappelle ici que le FOGEC est né grâce justement au Saint Félix Antoine Tshisekedi, à qui j'ai dit personnellement bravo pour le choix porté sur M. Laurent, pour le FOGEC justement. Et je suis très content pour ce que vous faites parce que je viens de voir, je pense que c'était au mois d'octobre, vous avez pu financer plus de 7 entrepreneurs, je dirais 10 entrepreneurs. J'ai vu Ntetika et j'ai vu les autres. Les gens me posent la question justement, quelles sont les conditions pour être financé par FOGEC? Oui, en octobre, on a eu une première cohorte avec 10 entrepreneurs. Vous avez commencé au mois de juin et vous avez financé au mois d'octobre. Ouais, c'était quoi la magie? C'était vraiment pas évident. Ça n'existe Non, pas. juin dont on parle, c'est juin 2021. Ah, vous avez financé 2021 qu'on a été... une année après, vous financez. C'est une année après. Mais le fonds social existe depuis longtemps, ça n'a jamais financé. Non, mais c'est une magie, je peux vous dire. Je peux vous dire que c'est pas évident. On connaît les établissements publics qui sont créés et qui font 3 ans. C'est à la 3e année qu'ils commencent à penser à avoir un siège. C'était pas évident. Moi, quand j'ai été nommé, la nuit où j'ai entendu ça, c'est fini. L'ordonnance est finie. J'ai reçu un coup de fil de félicitations. Je suis reparti au lit. Le lendemain, tous les numéros que je ne connaissais pas qui m'appelaient, j'ai décroché très vite. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Ben, je m'attendais à ce qu'il y ait un numéro des personnes qui m'ont nommé, des autorités, un service spécialisé qui va m'appeler pour dire « Monsieur, vous avez été nommé, on vous envoie un véhicule et des gardes du corps, du qui viennent vous prendre, on vous montre vos bureaux. » Je pensais qu'il y allait avoir ça. Ah, mais non. Ah, mais non, il faut se battre. Il faut se battre. Donc, tous les établissements publics sont nommés et que vous ne voyez rien, mais parce qu'ils se sont fatigués de se battre ou parce qu'ils n'ont pas pu se battre. Ça n'a pas été évident que nous puissions avoir un siège et après un an et demi que nous commencions l'opérationnalisation de l'activité. C'est pas évident, je peux vous le dire. Alors, donc, octobre, on réalise la première cohorte qui était vraiment, je dois vous avouer, il fallait qu'on le fasse pour qu'on sache que nous existons. Ça pourquoi? Parce que même les ressources que nous attendons, les ressources qui sont prévues dans les décrets que nous créons, il y a beaucoup de ressources dont on n'a pas encore la main. Et pour activer tout ça, il y a beaucoup d'aspects politiques, lobbying, discussion. Et donc, pour activer tout ça, on a besoin des gens pour nous accompagner, pour nous aider. Et faire ça, c'était vraiment pour montrer que, avec le peu que nous avons, on peut faire quelque chose. Alors, donnez-nous plus. Vous verrez comment nous serons, comment nous ferons ce que nous ferons mieux. Et on a eu une deuxième cohorte en décembre, le 28 décembre. Là, plutôt, on est passé à 31. 31 entrepreneurs. On n'a pas les images. Donc, ah, mais c'est pas possible. Vous ne nous suivez pas. Pourquoi je suis venu à cette émission si vous ne nous suivez pas? Ben, on vous suit, mais on n'a pas les images parce que vous communiquez pas. Oh, mais c'est pas possible. Nous faisons. Vous avez parlé de votre lancement le 24 janvier. Vous n'avez pas toujours lancé le FOGEC. C'est grâce à vous qu'on commence à connaître FOGEC. Okay. Ça, vous êtes conscient? Ben, je pense que nous prendrons ça comme défaite. Mais surtout, je vais tirer les oreilles à mon équipe de com. Ça veut dire que quelque part, il y a un travail qui n'a pas été bien fait. Mais je peux vous dire que sur nos comptes dans les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Facebook, on a même lancé un challenge 2 semaines avant pour attirer les gens. Les gens étaient vraiment au courant. Et on a fait un live. Alors, ce financement, c'était 31 entrepreneurs, dont 4 provinces représentées. On en a eu qui sont venus de Goma, on en a eu de Mbandaka, on en a eu du Kasaï oriental, qui sont venus pour cette cohorte de financement. La question de critères. Les critères, c'est aujourd'hui, nous excluons tout ce qui est business des négoces de produits importés. Donc, quelqu'un qui veut commencer à faire sa boutique pour vendre des caméras, ça ne nous intéresse pas. Quelqu'un qui veut faire une boutique pour vendre des laptops ou de smartphones, qui va aller à Dubaï acheter des chaussures et vendre, non. Nous voulons des gens qui créent de la valeur. Mais si vous voulez, vous commencer à produire ou même à assembler seulement les smartphones, les tablettes ici ou les appareils photo, nous allons vous accompagner. Nous voulons des gens qui créent de la valeur au Congo. Par contre, celui qui veut faire un dépôt pour vendre des produits congolais, lui, on l'accompagne. Parce qu'il participe à la chaîne de valeur de ces produits locaux.
quelqu'un qui veut transformer les légumes ou qui veut commencer à vendre les légumes, à faire des livraisons de légumes, on peut. Comme M. Elvis, donc, le boulanger que vous avez accompagné. Voilà. Lui, par exemple, il veut produire du pain. Et il est même en train de le faire. Il produit du pain au Congo, ça crée la valeur. Et on parle de quelqu'un qui a été pendant 20 ans dépositaire de Pain Victoire. Pain Victoire, ils ont des bons pains, on les aime bien. Ils sont au Congo et ils s'en sortent bien. Moi, je n'ai pas à dire Pain Victoire doit rentrer. Mais si je peux avoir dans 5 ans, 10 ans, des Congolais bien structurés avec des moyens de Pain Victoire pour faire du pain, moi, je serai encore plus heureux. Aujourd'hui, ils donnent de l'emploi au Congo. Ils créent de la valeur au Congo. Je voulais poser cette question. Ça, c'est une question pour les Congolais, justement. Nous sommes dans un pays où quand les gens ont des opportunités comme vous, après 3 mois, 6 mois, ils détournent trop. Vous avez des financements et vous orientez ça vers... Vous avez compris la question. Oui. Est-ce que la famille, les amis les reprochent même? Comment je peux vous dire que quand j'ai été nommé, il y en a beaucoup qui m'ont dit, ah, maintenant il faut, dans l'effort, il faut tout ça. Et pour les choquer tous, je le disais, je le dis encore, j'ai pas envie de devenir millionnaire. J'ai pas envie d'avoir 1 million dans mon compte. J'ai pas envie de ça. Ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de construire un immeuble dans la capitale aujourd'hui. Mais après, maintenant, je leur dis, je ne vais pas dire que je n'aime pas l'argent. Je ne vais pas dire que je n'aime pas les maisons. Mais je suis en train de dire, je ne vais pas le faire au détriment de ma mission, au détriment de ce pourquoi je suis là. C'est qu'une question de conviction. Moi, j'ai de fortes convictions et je sais dans quoi je me mets et pourquoi je me mets. En plus, là, je suis vraiment désolé de le dire, je ne meurs pas de faim. Et je ne mourrai pas de faim avant de venir à Fojek. Donc, je pense que, et je n'ai pas envie aujourd'hui de changer ma vie directement, que je commence à... C'est quoi la mission personnelle de M. Laurent Mondzemba pour l'RDC? C'est quoi la mission, la motivation? Je suis quelqu'un... vous savez... Vous faites ça pourquoi? Je vais vous dire, c'est... Moi, étudiant à l'étranger, j'ai eu à vivre des nuits blanches. Parce que à la radio, je devais suivre RFI chaque édition, chaque 30 minutes, pour savoir il y a eu combien de morts dans mon pays. Cette guerre-là, au départ. Je peux vous dire que moi, il y a eu une époque de ma vie où j'avais une haine contre Kagame, comme s'il m'avait fait un problème personnel. J'ai eu un moment comme ça. Donc, je veux vous dire que j'ai vécu dans l'âme, je vis dans l'âme, dans mon âme, le malheur du Congo et des Congolais, ce que nous vivons. Et je suis convaincu que le Congolais n'est pas moindre ou n'est pas moins capable que les autres. Je suis convaincu que nous pouvons faire ce que les autres font. Et donc, ma mission à moi, c'est de pouvoir aider le Congolais à tout niveau que nous sommes à bien faire les choses et à faire les choses autrement. Donc, quand j'arrive et que quand je sais que là où je vais, tout le monde détourne ou il faut détourner pour exister, c'est vraiment une mission personnelle de dire, je dois leur montrer qu'on n'a pas besoin de cela. Je peux vous dire que jusqu'à aujourd'hui, je roule avec mon véhicule privé que j'avais avant d'être nommé DG. Donc, même le véhicule de fonction, je ne l'ai pas encore. Jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Ben voilà. Parce que non seulement on n'avait pas beaucoup de moyens, il fallait affecter les moyens sur des choses plus importantes, comme financer tous ces gens qui attendent. Des entrepreneurs. Moi, quand il faut qu'on dépense plusieurs milliers de dollars pour m'acheter un véhicule et qu'il y a en face quelqu'un qui a besoin de 5 000 $ pour commencer un business et scolariser ses enfants et créer de l'emploi peut-être avec d'autres personnes, je me dis, il est prioritaire. Pourquoi? Parce que j'ai un véhicule que je peux utiliser. Ça, c'était au début, celui-là. Mais c'est vrai que depuis novembre, depuis octobre, il fallait le faire parce que on a mis de côté un budget pour cela. Et aujourd'hui, c'est pas encore fait parce qu'il fallait respecter la procédure des marchés publics. On est en cours dans cette procédure des marchés publics qui est assez longue, il faut lancer tout ça. C'est pour ça, tout ça. Mais au départ, parce qu'on n'a pas de moyens, et on a dirigé les moyens sur ce qui est essentiel, qui est l'activité, qui est le financement, qui est le soutien des entrepreneurs. Et maintenant, on a commencé la procédure avec tout ce qui est comme exigence légale de la procédure de marché public. Très bien, sur la procédure de marché public, mesdames, messieurs. Je rappelle ici que nous recevons pour vous les DG lui-même de Fojek, M. Laurent Mondzemba,
avec qui nous avons dédié un spécial FOGEC. Ça, c'est la contribution de Entrepreneurs Télévision pour ceux qui se démarquent justement. Nous accompagnons aussi nos décideurs. Alors, nous avons dédié tout un espace. À la fin, on va lui faire la surprise. On a dédié tout un espace FOGEC ici, chaque semaine, chaque jour, pour parler de ce que vous faites, parce que vous avez beaucoup contribué pour les jeunes entrepreneurs que nous sommes justement en RDC. Alors, je pense que ça ne sera pas une invitation tous les jours à venir. Non, ça ne sera pas vous, ça sera nous, on communique pour le FOGEC justement, pour ce que vous faites, pour vos activités justement, pour plus de visibilité justement. Mais j'aimerais poser cette question justement parce qu'on parlait des critères tantôt pour bénéficier des crédits. D'abord, vous avez quel type de crédit que vous octroyez aux entrepreneurs? Est-ce que c'est des crédits remboursables ou pas? Et si c'est remboursable, à quel taux? Alors, le critère, j'ai exclu, je vous ai dit l'exclusion que nous avons en termes de secteur, mais ce que nous acceptons, tous les autres secteurs, ça doit être congolais. Il faut être congolais. Il faut que ce soit un business créé par un Congolais. Et la société peut être formalisée ou pas. Donc, on a eu à financer des gens qui n'avaient pas encore tous les papiers. Mais par contre, comme le paiement, nous faisons via la banque, comme le financement est fait via la banque, vous serez obligé de vous formaliser. Donc, nous pouvons vous étudier votre dossier, il est bien, nous décidons de vous accompagner, nous vous aidons à vous formaliser pour que vous puissiez avoir ce financement. En fait, nous aidons aussi à ramener à l'État des entreprises du secteur formel. Qu'on réduise aussi le secteur formel pour que l'État puisse aussi en bénéficier. Quand on prend, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Quand on reçoit, on doit savoir donner aussi. Donc, quand on a reçu un soutien public de l'État pour son business, on doit savoir aussi derrière, il y a des obligations légales aussi auxquelles il faut se conformer. Et nos produits que nous avons vus, les moyens qui sont limités que nous avons, nous sommes limités sur des financements de maximum 50 000 $. 50 000 $. 50 000 $ remboursables. Remboursables pourquoi? Parce qu'on n'a pas aussi beaucoup d'argent. Le décret que nous créons nous donne la possibilité de faire aussi des financements non remboursables. Le décret que nous créons nous en donne aussi la possibilité. Mais comme on n'a pas besoin de beaucoup de moyens, on fait d'abord des financements remboursables. Aujourd'hui, à partir de la deuxième cohorte, nous avons travaillé avec Ecobank qui a accepté de financer et nos fonds vont servir de garantie. Donc ça veut dire les 31 entrepreneurs qu'on a eu en décembre, c'était pour un total de 475 000 $. Nous mettons 475 000 $ dans un compte bloqué chez Ecobank. Notre argent reste à nous et Ecobank finance ces personnes-là au taux de 5%. C'est quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel. L'an, le mois? 5% l'an. L'an. 5% l'an. 5% l'an, donc ça doit faire 0,41% le mois. C'est des taux qui sont même hors marché en fait. C'est même pas le taux très concurrentiel, c'est le taux hors marché. Nous avons réussi à l'avoir. Pourquoi pas 0%? 0%, pourquoi une banque vous financerez à 0%? Ça veut dire que ne reçoit aucun intérêt. Ça veut dire que cette banque doit supporter le personnel qui a travaillé pour traiter votre dossier, le logiciel qu'ils ont acheté, l'électricité qu'ils payent pour recouvrer. Ils doivent supporter ça encore. Je pense que c'est un peu trop demandé, 0%. Et aussi, je ne suis pas quelqu'un qui croit beaucoup en la gratuité. La gratuité pour faire du social, oui, mais pas pour faire du business. On parle du business ici. Nous sommes en train de dire nous voulons faire des vrais hommes d'affaires. Si l'homme d'affaires reçoit facilement, il en finit facilement. Justement. S'il reçoit facilement et qu'il n'a pas fait d'effort, ça ira dans des activités ou ça sera orienté vers tout ce qui est sans effort aussi. Donc, nous avons besoin des gens... Vous travaillez sur la personne aussi. Voilà. Nous avons besoin des gens qui travaillent sur leur propre personne et de gens qui comprennent l'importance de ces engagements qui sont à respecter. Mais aussi pourquoi nous voulons, si en même temps que ces personnes aient une formation et du vécu bancaire, qui se crée une historique bancaire. Parce que la personne dont j'ai parlé, Elvis Dupin par exemple, cette personne n'a jamais un compte bancaire. Son établissement était avec ses documents de la commune, il n'avait pas de compte bancaire. Avec nous, on l'oblige à avoir un compte bancaire. S'il est obligé de rembourser avec son compte bancaire, déjà la banque le connaît, l'enregistre. La banque déjà peut voir que c'est un bon businessman.
et donne beaucoup plus que nous ne pouvons pas lui donner. Demain, il pourra se permettre d'aller dire à la banque, j'avais un compte chez vous où je devais de l'argent à Fogiac et vous, voilà comment je vous ai remboursé. Donc, je suis fiable, donnez-moi encore plus. En fait, nous voulons faire des gens qui, dans 2-3 ans, ils n'auront même plus besoin de nous pour lever des fonds. Comment vous faites pour financer les entrepreneurs? C'est les entrepreneurs qui viennent vers vous ou c'est vous qui partez vers les entrepreneurs? Vous faites comment? Alors, les deux sont possibles, rien n'est défini, les deux sont possibles, mais on n'a même pas le temps de partir vers les entrepreneurs parce qu'ils viennent tellement qu'on n'a même pas le temps de nous ennuyer pour dire, bon, ils sont où, on va les trouver. Ils viennent. C'est chaque jour? Non, c'est beaucoup. Bah, aujourd'hui, par exemple, j'ai visité à la cité Mobutu, là, carrément, un entrepreneur. Et ben, quand il m'a remercié d'être passé tout ça, moi aussi, je l'ai encouragé et je l'ai félicité d'avoir été persévérant parce que ça va faire 1 an qu'il m'invite. À tout moment qu'il me voit dans une activité, il m'invite de venir le visiter. De venir le visiter. Et à un moment donné, il a compris que c'est mieux qu'il écrive. Il a écrit la première fois. Le temps de réfléchir, quelle date je lui propose, tout ça. Il y a eu une deuxième lettre qui est venue. Et je l'ai croisé il y a 2 semaines dans une activité, il m'a encore rappelé. Là, je l'ai tapoté à l'épaule, je lui ai dit, bon, je viens, tel, tu vois. Parce que voilà. Donc, non, les gens viennent. Et c'est très intéressant de visiter des unités de production comme ça. De voir comment les gens, avec peu de moyens, arrivent à faire des choses visibles, des choses bien et des choses louables. Le Fogiac a personnellement besoin de quoi pour booster l'entrepreneuriat en RDC? Ça, vous vous adressez pas à moi. On a besoin de l'argent. Au décideur. On a besoin d'argent. Ça, vous vous adressez au décideur. On a besoin d'argent. Je le dis encore une fois, on a besoin d'argent. Pour pouvoir bien démarrer, pour démarrer avec impact directement sur tous les secteurs et sur tout l'entrepreneuriat, on a besoin, même ça, des fonds de garantie. Sur le plan international, les études ont été faites. On parle d'un minimum de 20 millions de dollars. 20 millions de dollars. On parle d'un minimum de 20 millions de dollars. Et c'est de ça. Ce que vous n'avez même pas. Ah, mais non, on est très très loin d'ailleurs. Mais on a d'autres ressources. On a une allocation qu'on doit avoir du fonds minier, du fonds mine, qu'on n'a pas encore. Et ça, nous nous battons encore pour ça. Vous voyez, donc logiquement, ça devait être le fonds minier qui est un établissement public aussi. L'argent de l'État aussi. Ça devait être du tic au tac. Maintenant, il faut se battre pour ça. Quand vous dites vous battre, ça veut dire quoi? C'est une institution de l'État, vous allez vous battre, pourquoi? Se battre, ça on est à 16 milliards de dollars. Se battre, ça veut dire qu'il faut rappeler aux gens qui vous ont mis que voilà, c'est écrit ça. Et il faut aller vers ceux qui l'ont pour leur dire c'était écrit que vous devez donner. Mais je peux vous dire que tout le monde trouve toujours un argument contraire pour dire ça ne devait pas être comme ça, vous n'avez pas bien compris. Et pourtant, c'est écrit noir sur blanc. Donc, c'est assez compliqué. Mais nous sommes 100 millions dans ce pays. Donc, c'est pas évident que Laurent Munzemba soit mieux entendu. Moi, ça ne me choque pas quand je ne suis pas entendu. Ou bien quand il faut se battre sur des choses comme ça. Et pourtant, ça devait être, en public, ça devait être du tic au tac. Moi, ça ne me choque pas, je me dis, mais c'est logique. C'est logique, il faut insister, c'est logique, il faut y aller. Ben, on entend beaucoup de gens dire il y a un montant prévu au budget de l'État pour nous et c'est bloqué, ça n'a pas été payé. On l'entend plusieurs fois. Mais pourquoi? Mais parce que même ces services-là, c'est des humains. Et il y en a plein de dossiers à traiter. Et beaucoup de dossiers peuvent se noyer dans autre chose. Mais aussi, n'oublions pas que les urgences, on en a plein dans notre pays. On a beaucoup d'urgences. Donc, il faut vous battre pour que vous deveniez urgence. Est-ce qu'on peut dire ici que vous faites avec peu, mais des grandes choses? En tout cas, je peux me permettre de dire. Et si j'ai parlé du véhicule, par exemple, pour dire que sur le plan personnel, j'en tire pas des bénéfices personnels, c'est pas pour rien. C'est pour dire qu'en fait, nous nous sacrifions pour réaliser notre mission, pour réaliser ce qu'on doit réaliser. Parce qu'on n'a pas assez. On n'a pas de moyens. Mais avec peu, nous faisons de grandes choses. Et nous sommes sûrs d'en faire encore de plus grandes. Alors, dans une de vos communications sur actualité.cd,
Vous avez dit tantôt que lorsque vous octroyez par exemple 50 000 $ à un entrepreneur et il rembourse avec le taux de 5% comme vous avez précisé ici, s'il rembourse, vous lui donnez des bonus justement. Mais ici, vous n'en avez pas parlé. Ah, mais non. Je ne sais pas quand est-ce Actualité.cd l'a écrit. C'était vrai ou je faux? pense que ça, c'était pour la première cohorte. On l'a fait que pour la première cohorte. Pourquoi? C'est les premiers, les Banali Bosso ont eu une chance. Ils étaient ça n'existe plus, ça. Ils étaient que 10. Et là même, pour cette première cohorte, comme on n'avait même pas... C'était encore le moment où les banquiers nous boudaient. C'était même ça, on a fait le même financement direct. C'est même le moment que les banquiers nous boudaient. C'est quand on a fait ça que les banquiers ont vu qu'ils ont commencé à venir. Et ils ont commencé à venir. On a pu le faire parce qu'ils n'étaient pas nombreux, j'ai bien dit. Ils n'étaient pas nombreux. Le montant total décaissé, c'était 120 000 $. Donc, sur 120 000 $, les intérêts qui vont avec, vous pouvez vous permettre de le laisser comme ça. Parce que ça veut dire que vous-même, vous supportez le frais de fonctionnement, en fait, du crédit. Vous avez dit ici que nous sommes à peu près 100 millions d'habitants. Prenons le cas qu'on avait 10 millions d'entrepreneurs en RDC. Et vous n'avez pas assez de fonds. Comment vous allez faire avec ces 10 millions? Parce que cette émission est très suivie. Les entrepreneurs vont encore vous contacter. Ils vont faire justement des demandes. Parce que vous êtes là en personne, les DG. Vous aurez beaucoup de pression. Comment vous allez faire? Parce que vous n'avez pas assez de... Vous-même, vous n'avez pas assez de financement. Comment vous allez faire pour financer les autres entrepreneurs qui sont en quête de financement? Ils vont attendre. Le bâton magique, je ne l'ai pas. Je ne suis pas sûr que je l'ai encore. Peut-être à un moment donné dans ma vie, je l'avais. Mais Harry Potter, j'en suis pas. Donc, je ne peux pas claquer du doigt et sortir de fonds. Il faut maintenant qu'ensemble, moi, ce que je demanderais aux entrepreneurs, il faut qu'ensemble, nous nous soutenons. Il faut que les entrepreneurs considèrent FOGEC comme un allié, comme une institution qui va vraiment les aider. Et qu'ensemble, nous voyons qu'ils nous aident de comment ils peuvent le faire. Parce que vous savez, quand je dis me battre là, mais il y a peut-être des endroits où des choses sont bloquées. Il ne suffit que juste d'un coup de fil de quelqu'un. Ou disons, d'une petite signature de quelqu'un. Mais ce quelqu'un-là peut être le frère, le mari, la femme ou le cousin d'un entrepreneur qui veut aider l'entrepreneuriat. Ensemble, on peut se mettre ensemble et aider à ce que FOGEC ait des moyens. Alors, FOGEC doit avoir des moyens. Le budget de l'État s'est amélioré, mais je dois vous avouer qu'on a tellement de priorités que dans ces budgets, on n'a pas eu grand-chose pour nous FOGEC qui est prévu pour 2023. J'espère que même ce que ce qui est déjà prévu pour 2023 ouais, pas non, très... c'est pas beaucoup. Aujourd'hui, notre combat, notre cheval de bataille, c'est le fonds minier. Que nous puissions avoir nos allocations du fonds minier qui vont beaucoup nous aider. Et avec l'AFEC, on a discuté avec l'AFEC, nous allons aussi voir ensemble certains mécanismes qu'on peut mettre en place pour obtenir du financement, pour qu'on nous mette à disposition certains fonds qui nous aideront à pratiquer de la garantie là-dessus. Donc avec l'AFEC, nous sommes en discussion sur un processus qu'on mettra en place. Le FPI aussi. Le FPI a indiqué en fin d'année qu'ils avaient 12 millions. Ils m'ont dit qu'ils avaient 20 millions pour les jeunes entrepreneurs, les startups. Non, on n'a jamais vu de résultats. Pas de résultats. Je suis dans ce domaine depuis 7 ans, comme vous le savez. On n'a pas de résultats. Et moi, je suis très contre l'FPI. Bon, et j'ai au moins entendu que dans ces 20 millions, il y a 8 millions qui ont été décaissés. Chez qui? Quel entrepreneur? Je ne sais pas qui en a bénéficié. Vous êtes venu ici parce que j'ai vu une petite cas. J'ai vu les entrepreneurs avec qui nous sommes battus. Et vous, en peu d'années, vous avez fait des exploits. Mais le FPI... Vous savez, peut-être aussi, ils le font sans peut-être cibler ou sans tomber sur ce que vous connaissez. Je le répète encore, on est 100 millions. Et on n'est pas à 10 millions d'entrepreneurs, mais même si on prenait 1 million, ça veut dire que dans ces 1 million d'entrepreneurs, ils peuvent toucher à 100 sans que vous soyez au courant. S'il vous plaît, monsieur Laurent, je vous ai rencontré il n'y a pas très longtemps. 20 millions de dollars. Vous allez faire ce que l'FPI fait pour les entrepreneurs congolais. Oubliez votre casquette des DG. Non. Parlez comme un Congolais, un patriote. Non. Peut-être que moi, j'ai eu la chance vis-à-vis de vous de tomber sur des gens que vous connaissez, qui pouvaient faire ce témoignage.
Mais peut-être que eux, ils le font sans bruit. Ou bien les bénéficiaires se taisent et ne parlent pas. À la différence de nous, bon, vous savez, j'ai eu une réunion aujourd'hui avec un cabinet qui est local, mais qui travaille en partenariat avec un autre cabinet d'une Congolaise au Canada. La dame m'a harcelé sur LinkedIn pour un rendez-vous, DG Fogé, j'ai fini par donner rendez-vous. On a une réunion ce matin à 9h, et son équipe ici, avec Zoom, avec technologie. Elle n'a pas cessé de dire qu'elle était impressionnée de voir qu'il y avait des mandataires publics qui maîtrisaient la technologie, qui étaient si ouverts, qui étaient tout ça. Vous, justement? Oui, moi. Ah. Donc, c'est pour dire qu'en fait, c'est pour vous dire que moi, je suis assez moderne. Moi, je suis assez moderne. C'est des choses que je... C'est pas tout le monde qui est à l'aise sur un plateau de télévision pour parler comme ça. Ce n'est pas tout le monde qui a mon background. Moi, j'ai près de 20 ans dans le privé et dans des postes de direction, dans des grands postes de responsabilité. Donc, je suis à l'aise sur certaines choses où certains ne sont pas. Alors, c'est pas forcément parce que ils n'ont peut-être pas fait assez de bruit ou pas de la bonne façon qu'ils ne font rien. Vous faites pas trop de bruit. Peut-être que vous passez par la télé, mais vos œuvres parlent. Hier sont nommés il y a un mois. Hein. C'est récent. C'est 1 ou 2 mois. C'est récent. Donc, on ne peut pas encore leur reprocher de ne rien faire. Ils viennent à peine d'être là. C'est vrai que le fonds a été créé depuis 1 an, je crois, mais ils sont à peine nommés. Donc, c'est maintenant qu'on doit le voir. On ne peut pas encore dire qu'ils ne font rien. Je vous ai dit encore une fois, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. C'est très évident d'être nommé au FPI qui existe depuis 20 ans, où tout est structuré. C'est très évident d'être nommé déjà assis, dans en fait. Ce qui est assis. Vous venez, vous faites la continuité. Mais quand vous devez partir de zéro, ce n'est pas évident. Vous pensez? Vous savez, je ne sais pas si vous l'avez déjà essayé, mais moi, je fais des pépinières d'avocats. Quand je mange un avocat, j'aime beaucoup les avocats. Quand je mange un avocat qui est bien, je le prends, je le garde, le noyau, pour faire pépinière, pour aller planter ailleurs. Vous savez combien de temps le noyau d'avocat passe sous terre avant de sortir sa petite tête? La germination de l'avocat. C'est entre 3 ou 4 semaines. Vous pouvez même croire que c'est déjà pourri. Vous avez oublié ça. Et si vous venez regarder tous les jours, rien, ça ne bouge pas. Il faut du temps. Et là, on parle juste du noyau d'avocat pour commencer à germer. Waouh, est-ce qu'on peut applaudir pour cette réflexion extraordinaire? Ça, c'est son côté manager. Il a laissé sa casquette mandataire. Là, il parle comme un manager. Voilà. Donc, pour dire que c'est pas évident. Ne désespérez pas. Extraordinaire. Exactement, ça ne désespérez pas. Ça, c'est fort. Il faut leur donner le temps, leur laisser le temps. Bien sûr que, je le dis toujours, quand on a une mission publique, on a accepté de prendre la pression. Et on a accepté d'être redevable et de rendre compte. Moi, j'appelle toujours le peuple, je nous demande toujours, on ne doit pas croiser les bras, laisser les gens qui ont des mandats publics, qui ont une mission de l'État, dormir. On doit leur mettre la pression pour qu'ils délivrent. Ça, moi, je suis totalement d'accord. Donc, autant il faut leur laisser le temps, il faut les laisser travailler, mais ils doivent aussi savoir qu'on le regarde et qu'on attend du résultat. Là, je suis d'accord. Maintenant, sur la question de pourquoi autant de fonds, je suis totalement d'accord qu'on en a beaucoup. On a beaucoup, pas forcément de fonds, on a beaucoup d'établissements et de sociétés publiques qui, de fois, on a l'impression que ça se marche les uns sur les autres. C'est assez compliqué. Assez compliqué. Il faut qu'à un moment donné, on essaie de mettre de l'ordre. Mais moi, je ne m'entoure pas d'illusions sur notre pays. Moi, j'ai bien conscience du niveau d'où nous venons, du niveau bas où nous étions. Où nous sommes encore. On essaie de se relever, mais on est encore très bas. Et donc, je pense plutôt, et ça c'est ce qu'on voit très souvent, et c'est un des dangers dans les managements, je vois plutôt souvent, nous multiplions pour couvrir l'insuffisance, certains. C'est un peu, je suis fan de football, hein. Son équipe, ses joueurs, ils ne sont pas très bons, on recrute les autres. Mais ceux-là, ils sont là encore. À la fin, on a un effectif de 60, 80 joueurs qu'on ne sait plus comment utiliser. Moi, je ne suis pas de ceux-là. Et on voit ça même en entreprise où quelqu'un ne bosse pas bien, on le laisse là,
on te met à la disposition de ressources humaines, on recrute quelqu'un d'autre pour faire. Non. Moi, je suis de... Tu quittes là, on met quelqu'un d'autre. Parfait. Donc, peut-être aussi, c'est pour ne pas créer des bruits ou pour ne pas créer du mécontentement politique et autres, il y a certains canards boiteux qu'on ne peut pas couper ou qu'on ne peut pas jeter. On est obligé de créer autre chose pour prendre le relais. Je n'applaudis pas ça. Dans ma philosophie à moi, c'est une erreur. Mais je le comprends. Je le comprends au sein du public. Donc, peut-être que c'est pour compenser qu'on fait tout ça. Mais malheureusement, c'est aussi éparpiller les ressources. C'est aussi des ressources qu'on éparpille. Je peux vous dire, à la lecture du décret qui a créé FOGEC, le décret qui a créé FOGEC, certains le lisaient, la compréhension qu'il y avait dans ce décret-là, certains disaient qu'il fallait que FOGEC récolte seulement les fonds, va collecter les fonds, et il faut créer un autre établissement qui devait faire le financement, qui devait s'occuper des garanties de financement. Ça veut dire qu'il devait y avoir 2 établissements. Et moi, dès le départ, ma question, pourquoi multiplier? Pourquoi en faire 2? C'est plus de frais de fonctionnement, plus d'exigences, plus de travail, plus d'argent qui part dans des fonctionnements. Parce qu'il faudra 2 DG à loger, 2 DG à acheter des véhicules, 2 directions générales, des salariés ici, de temps en temps, 2 sièges. Pourquoi? Ça. Donc, vous voyez, l'idée pour nous était celle-là. On s'est battu. Pourquoi aujourd'hui nous commencions à faire ce que vous voyez? Pour vous dire à quel niveau des bagarres il y en a eu. C'est à tout niveau. Très bien. Donc, c'est pour dire que laissons le temps à ceux qui viennent d'arriver. Et pourquoi la multiplicité? Peut-être c'est pour couvrir certaines failles, mais je suis convaincu que si demain FOGEC montre à suffisance qu'il est capable de tenir la barque, je suis sûr qu'on trouvera le moyen, même au niveau du sommet, de fusionner tout ça ou de structurer tout ça. C'est ça l'idée. Très bien. On poursuit avec vous justement. Nous tendons pratiquement vers la fin. On est resté avec 7 minutes justement, comme on me fait signe. Mais j'aimerais savoir aussi, on décolle un tout petit peu, quelle est la place des incubateurs pour le FOGEC justement? C'est quoi la place qu'occupent les incubateurs, le rôle que jouent les incubateurs congolais justement pour vous, décideurs de FOGEC? Alors pour moi, pour nous, les incubateurs, ils sont hyper importants. Parce que les incubateurs participent aussi au C de capacitation de l'ANADEC. L'ANADEC ne peut pas seul, avec tous les grands besoins que nous avons aussi d'entrepreneurs, ne peut pas tout seul y arriver. Autant je suis ouvert qu'il y ait d'autres fonds qui financent aussi, parce qu'on ne peut pas tous. Seul, on ne peut pas tout faire. Ben, autant aussi, les incubateurs ont une importance capitale, parce qu'ils forment les entrepreneurs. Ils les forment, ils leur donnent la capacité d'exercer. Ils leur donnent l'intelligence managériale. Ils forment à structurer leurs produits, à structurer leurs projets. Pour nous, c'est des partenaires très importants. Et moi, depuis que j'ai pris cette fonction, j'ai fait le tour des incubateurs et j'ai contacté ceux qui n'étaient pas à Kinshasa. J'ai vu beaucoup d'incubateurs. Et avec tout ce que j'ai dit, nous voulons travailler avec vous. Nous voulons travailler ensemble. Et donc, ceux qu'on a financés, surtout la première cohorte, c'est des dossiers sur les 10, même ceux qu'on a financés maintenant. Sur 100% de ceux qu'on a financés jusqu'à aujourd'hui, il y a plus de 80% qui viennent des incubateurs. C'est ce que nous voulons. Mais en même temps, nous voulons aussi jeter ceux qui ne connaissent même pas ces incubateurs, qui viennent directement de façon ponctuelle. Nous ne voulons pas aussi les rejeter. Mais les incubateurs, ils sont très importants. Et on a une discussion, on a eu une discussion en début de décembre, où je leur avais demandé de trouver le moyen de s'organiser. De s'organiser, genre avoir une fédération ou un syndicat. Des où ils sont structurés, voilà, ils sont structurés pour que nous, l'État, nous ayons un interlocuteur. Aujourd'hui, pour parler aux incubateurs, il faut voir chacun individuellement. CoboWeb, il faut voir quelqu'un individuellement. Alors qu'on aimerait avoir un interlocuteur qui peut être un comité qui sorte d'eux. Parce qu'il faut qu'on trouve le moyen de travailler ensemble, de structurer aussi, d'avoir aussi un œil sur le type d'accompagnement qu'ils font, de façon qu'ils font, mais aussi voir comment on peut signer des partenariats pour qu'ils continuent l'accompagnement après financement. Quand nous avons financé, on a besoin que le business fonctionne. On a besoin que les projets pour lesquels on a sorti de l'argent soient réalisés. Et on a besoin que ce soit rentable.
Donc, on a besoin d'incubateurs pour faire ce suivi-là et même pour l'encaissement, le remboursement. C'est des choses qu'on peut faire avec des incubateurs aussi. Nous sommes en discussion avec beaucoup sur cette question. Très bien répondu. Alors, quels sont les risques qu'encourt justement le FOGEC lorsque vous financez les entrepreneurs? Vous rencontrez quel risque justement? Ben, le risque majeur, c'est le risque de crédit, hein, c'est le risque qu'ont les banques aussi, que la personne ne soit pas capable de rembourser. Vous, c'est sans garantie? Oui, on ne peut Quand pas vous donnez 50 000, un peu de fonds de garantie, exiger des garanties, malheureusement. Maintenant, nous trouvons des mécanismes. C'est ça le premier grand risque déjà. Nous devons trouver des mécanismes pour nous sécuriser, pour sécuriser notre financement. Ces mécanismes-là, il y a eu des abus? Ah, on vient de commencer, hein. On n'a pas encore d'abus jusque-là. C'est des tout jeunes. On va trouver le mécanisme, par exemple l'assurance. Donc, que la personne qui reçoit un financement en fonds de roulement souscrive à une assurance, de sorte que s'il n'arrive pas, l'assurance prend en charge. Ça, c'est le mécanisme. On est aussi en discussion avec des compagnies d'assurance sur ça. C'est aussi les compagnies d'assurance qu'on va voir ça. Et pour tout ce qui est financement en biens d'équipement, dans la convention qu'on signe, on dira qu'en cas de non-remboursement, on a la possibilité de récupérer le bien. Vous savez, il y a un abus, pas vraiment abus, mais une faute de gestion qui se passe, selon moi, avec les garanties immobilières. Quelqu'un demande un crédit pour acheter une machine, pour faire sa scierie. Vous lui demandez en garantie sa maison. Il n'arrive pas à payer, il a sa scierie qui ne marche pas, vous allez saisir sa maison. En fait, il est dans la rue, il n'a plus de maison, mais il y a une scierie là-bas qui dort, qui ne sert plus à personne. Les cafards viennent, les rats et tout le reste. C'est un gâchis. Moi, je pense que c'est plus intelligent de prendre un nantissement sur le bien financé. De sorte que la personne qui n'arrive pas à payer, vous récupérez ce bien-là, même ça sera amorti déjà, ou légèrement amorti. Normalement, vous récupérez ce bien-là qui peut être mis à disposition à quelqu'un d'autre. Ou vous pouvez vendre ce bien. Ou vous pouvez récupérer le fonds de commerce, en fait. Vous voyez? Donc, vous avez un bâtiment, un lieu où vous avez mis votre scierie à Kinkabwa, votre maison à vous à Njili, vous n'arrivez pas à payer, on ne prend pas votre maison de Njili, vous avez votre distribution de Njili, mais on prend plutôt la scierie de Kinkabwa, on trouve un autre menuisier, un entrepreneur qui veut faire ce business-là, on le met là, les moyens pour que lui, il puisse rembourser à la place. On fait moins de dégâts. Pour moi, ça crée moins de dégâts que mettre ce monsieur dans la rue et la scierie et abandonner. Pour moi, c'est un dégât double. Donc, nous pensons plutôt à ça, à prendre en nantissement les biens financés. Très bien. Les biens qui sont financés. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Alors, ça sera peut-être votre avant-dernier mot de la fin, justement. Vous allez nous dire quelles sont les grandes réalisations du FOGEC, justement, depuis que vous êtes là. Quelles sont vos grandes réalisations? Vous savez, mes grandes réalisations ne seront pas forcément vos grandes réalisations. Parce que pour vous, les grandes réalisations, c'est de voir les gens être financés. Mais moi qui sais le travail des fondations qui a été fait pour sortir et que vous voyez les fruits, moi, mes grandes réalisations peuvent être ce travail-là. Moi, mes grandes réalisations, c'est que on a réussi à se mettre ensemble avec le conseil d'administration pour que tous les jours nous bossions pour donner une forme au FOGEC. C'est quelque chose que vous n'allez pas peser, vous n'allez pas mesurer l'importance, mais qui est d'une importance capitale. Qui impacte tout ce que nous sommes là. Parce que tout ce que nous faisons, c'est parce qu'il y a un conseil d'administration derrière qui me soutient et qui pousse et qui encourage. Sinon, on ne pouvait pas y arriver. Donc, il y a cet aspect, il y a ça, mais il y a aussi que nous puissions faire ces deux corps de financement que nous avons réalisés. Il y a des gens qu'on a vus qui n'ont jamais cru et qui ne croyaient pas, mais qui vont commencer à croire et qui commencent à croire. C'est quelque chose de très, très important. C'est très important de pouvoir savoir que je rentre à la maison le soir après avoir aidé quelqu'un à croire en lui, à croire en son business et le mettre sur le chemin de la réussite.
C'est une fierté. Je suis entrepreneur. J'ai fait comment pour bénéficier du fonds? J'amène quoi comme élément? Un business plan? Qu'est-ce que j'amène? Oui, un business plan, un dossier bien préparé qui présente bien vos besoins, ce que vous voulez, pourquoi, qu'est-ce que ça va générer pour vous comme revenu, qu'est-ce que vous êtes déjà aujourd'hui, que vous avez déjà fait, donc quelle est votre rentabilité et comment, avec ce financement, vous pourrez nous rembourser. Quels sont les revenus qui se seront générés qui pourront nous rembourser. L'analyse prend combien de temps? Avec ça, jusque-là, on a été lent parce qu'on constitue aussi les équipes. On tourne autour de 1 mois, pour l'instant. Mais après, on enverra une équipe sur terrain pour vérifier votre business, vérifier ce que vous faites, s'assurer que c'est vraiment le cas et un comité de crédit va décider. Très bien. Merci beaucoup DG. Vous êtes dans la rubrique face à la caméra. On chute déjà avec face à la caméra. On vous prend en gros plan. Et là, on va vous poser quelques 2-3 petites questions. DG Laurent Monzemba, vous quittez votre casquette justement. Vous allez nous dire chaque matin quand vous vous levez, quel est le slogan de votre vie? Je dois faire mieux qu'hier. Quelle est la personne à qui vous dédiez votre réussite aujourd'hui? Vous regardez la caméra, pas moi. C'est difficile, hein, parce que c'est personnel. À qui vous dédiez votre réussite aujourd'hui? C'est très personnel. Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs. C'est très personnel. Nous avons reçu pour vous le DG Laurent Monzemba. Il a accepté notre invitation. On a tenu 60 minutes avec vous. Merci beaucoup, DG. Vos impressions par rapport à l'émission et par rapport à la chaîne? Ben, très bien. Par rapport à la chaîne, je verrais plutôt la qualité des images et du montage et tout le reste. Mais par rapport à l'émission, oui, c'était bien, c'était à l'aise. Vos questions sont très bien. Bien structurées, bien organisées. Vous êtes professionnel. Merci beaucoup. Ça s'arrête là, on n'a pas de financement. Merci beaucoup. Nous pouvons vous accompagner. Merci beaucoup. Ils peuvent nous accompagner. Ils peuvent aussi vous accompagner, chers entrepreneurs. Nous avons reçu pour vous, je rappelle ici, les DG Monzemba, Laurent Kopa. Il est actuel DG de Fojec. Mesdames et messieurs, chers entrepreneurs, il est temps d'accompagner ces messieurs. S'il vous plaît, j'ai parlé avec une personne qui a répondu à toutes nos questions, toutes nos préoccupations. Il n'a pas joué au jeu politique. Il est sérieux et franc. Accompagnons ces messieurs, chers entrepreneurs. Je vous présente les DG Monzemba. Vous suivrez cette émission en boucle sur Entrepreneur Télévision. Coupez les parties qui vous ont intéressé et partagez sur Internet. Ce sera une bonne chose. Vous devez être les changements que vous désirez voir dans ce monde. Mahatma Gandhi, mesdames, messieurs, c'était à la présentation. Arnold de Tiani. Sinon, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.